Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du FC Barcelone. Oui, à J+1, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On va parler aujourd'hui de la victoire du Barça. Oui, on est content, on a le smile. Le Barça qui va gagner dans le compte de la 32e journée de Liga, 4-0 face à cette équipe du Betis Séville. On a vu des buts, on a vu une victoire, on a vu un clean sheet, on a vu du beau jeu, on a vu le retour de certains joueurs. On a vu le Barça qui nous fait sourire, qui nous a fait sourire en début de saison, et ça nous manquait depuis quelques matchs. Et on va en parler maintenant, mais avant ça, les gars, je vous demande en début de vidéo de vous abonner, de liker, de commenter si ça vous plaît, ça permet de soutenir la chaîne. C'est rien pour vous, c'est juste un petit clic, un petit like. Voilà, simple, si t'as aimé, tu mets un commentaire, tu mets un like, tu t'abonnes, tu partages autour de toi. Si t'as pas aimé, je t'encourage à rester, il y aura forcément une vidéo qui va te plaire. Avec ce que je dis, comment je présente, forcément, comment ça te plaît pas? Forcément, ça va te plaire. Après, si tu peux ne pas aimer le Barça, je veux bien. Ou le Real, ou voir des vidéos sur Lyon, Paris Saint-Germain, ou sur le foot en général, je veux bien. Mais forcément, tu veux t'intéresser. T'es quelqu'un de cultivé, t'aimes bien le foot, je te connais, je te connais. Voilà. Mais bon, sans plus tarder, après cette petite promo, on va parler du match. Et le contexte, le contexte, c'est quoi? Là, t'as une plus 11 points sur le Real Madrid. Et le Barça, t'as 11 points sur le Real. Eux, ils ont gagné avec encore un triplé de Benzema. Donc, c'est quoi, là, maintenant, on va parler, hein. C'est le Benzema, mode Ramadan, c'est fini. Maintenant, c'est le mode Eid, c'est le mode les 6 jours de Shawwal. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit sur Karim Benzema, hein? Il se décide de mettre un triplé avant le match à Sa City. C'est comment? Bon, le Real Madrid qui gagne. Le Barça se devait de réagir pour maintenir un peu le cap. Et c'était en jouant un match au Camp Nou. Après, aussi réagir après la défaite face au Rayo Vallecano de Busan la semaine dernière. Donc là, il fallait que le FC Barcelone réagisse et on avait un très bon adversaire en face de nous, il faut le dire, hein, une équipe du Betis Séville qui est réputée pour être une équipe qui joue bien. Tout le monde se souvient du match de Quique Setién avec le but à l'époque de Junior Firpo au Camp Nou. Donc une équipe qui toujours il y a de beaux matchs entre le FC Barcelone et le Betis Séville parce que ça joue bien, il ne renie pas le jeu, même si c'est des bons souvenirs parce que c'est des victoires et il y a des matchs marquants entre le Barça et le Betis. Mais c'était peut-être pas évident de les affronter. Surtout pas dans cette dynamique-là. Et en plus, avec un coach Manuel Pellegrini qui est connu. Malgré ça, le FC Barcelone, ils étaient bien armés pour accueillir une équipe comme ça. Parce que on va jouer en 4-4-2 classique. On revient parce qu'il y a le retour de certains joueurs. C'est quasiment le retour du 11 du Barça sans Ousmane Dembélé. Donc on va parler. Donc Ter Stegen dans les buts, la base. Est-ce qu'il a même joué aujourd'hui, Ter Stegen, hein? Koundé en tant que latéral droit, Araujo, Christensen, le retour de Christensen très important, Baldé à gauche, le milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri, Gavi en haut, en faux ailier gauche dans le 4-4-2, Lewandowski en numéro 9 et Rafinha en ailier droit. Donc c'était un match très intéressant parce que dès le début, le FC Barcelone va mettre un très bon pressing, un très bon contre-pressing. On le sait, hein, le Barça, c'est une équipe qui maîtrise bien cet aspect-là du jeu. Même si ça nous a peut-être fait un petit peu des défauts dans certains gros matchs, parce qu'il y a encore une maturité à acquérir pour certains joueurs. Mais le pressing et le contre-pressing, il est très bien maîtrisé. Et on l'a vu. À ce moment-là, avec le retour d'un grand joueur comme Frenkie de Jong. Moi je vais prendre un petit moment pour parler de Frenkie de Jong. On parlera aussi de Pedri après. On fera un focus sur les joueurs entre guillemets importants du match, même si tout le monde a bien joué. Mais Frenkie de Jong a été essentiel. Son retour, déjà dans la gestion du pressing et du contre-pressing, avec son activité, avec sa science du placement. Je pense que, et en plus, vous savez tous, hein, quand il y a des seconds ballons à aller gérer, parce que quand tu presses bien, tu obliges l'équipe en face à allonger. Quand tu as un joueur comme lui qui peut aller chercher des balles de la tête, c'est pas négligeable. Mais au-delà de ce petit détail-là, il a été extrêmement important pour le Barça. Il pouvait descendre dans le premier tiers du terrain. Donc si on va diviser le terrain en trois, donc premier tiers c'est la défense, le deuxième c'est le milieu, le troisième tiers c'est l'attaque. Il redescendait dans le premier tiers, ça soulageait la défense parce que pendant son absence, la défense devait monter, avoir ce rôle de rampe de lancement que lui peut assumer, hein, de par sa capacité à récupérer la balle, à percer des lignes, à orienter le jeu encore une fois, à très vite avoir le jeu en face de lui et à bien progresser. Il casse des lignes par la passe, mais il casse aussi des lignes par la course. Et c'est pour ça qu'un joueur comme ça, on se disait, le voir toujours à devoir supporter le manque d'activité d'un Sergio Busquets, ça pourrait le brider. Mais dans un match de Liga comme ça, où Busquets a été très bon d'ailleurs, on en parlera après, Frenkie de Jong descendait, récupérait des balles, soulageait la défense, soulageait Araujo de ne pas devoir faire des percées des balles avec la balle qui c'est pas sa spécialité, hein. On sait que c'est pas sa grande spécialité jouer avec les pieds, c'est mieux en tour de contrôle qui va venir détruire les actions. Et ça te fait, et vous allez voir que juste cet aspect-là, d'avoir Frenkie de Jong qui peut redescendre derrière, ça va soulager un Sergio Busquets qui lui pourra avoir ce rôle de meneur de jeu reculé, qui va plus profiter de par sa science du placement, sa science de l'orientation du jeu, ses petites feintes de corps et sa qualité de passe pour orienter le jeu tranquillement.
Parce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de faire, entre guillemets, le sale boulot, mais plus que ça, un boulot essentiel que lui, malheureusement, il ne peut pas faire, ou qui même n'avait jamais réellement fait, ou si du moins il l'eût fait, c'était d'une façon différente. Ça va soulager Araujo, ça va permettre à Christensen, même si son retour il est intéressant, avant c'était pas le cas, et on avait d'autres défenseurs centraux, lui, il a cette capacité de relance propre. Donc ça te soulage de ce côté, ça permet à Araujo d'être tranquille, ça permet de Busquets de penser autrement l'orientation du jeu et l'animation, donc il est plus tranquille. Et ça permet surtout à un Jules Koundé qui était placé comme arrière droit, d'habitude servait une sorte de troisième défenseur central qui ne savait pas vraiment s'il pouvait partir parce que tu avais Araujo qui devait monter un petit peu parce qu'il devait monter la balle, là il est plus tranquille. Araujo est tranquille lui parce qu'il ne doit pas gérer la balle, il se concentre sur annihiler les actions adverses. Un Christensen peut faire le relance sur ce côté, un De Jong lui ramène le ballon plus haut. Koundé est plus tranquille, ça lui permet de monter. De toute façon, il sait qu'il a derrière lui un Busquets qui est relâché, il a derrière lui un Araujo qui peut faire le travail. Un Koundé qui, comme on l'a vu en début de saison, on l'a moins vu après, pouvait épouser, entre guillemets, ce rôle de vrai latéral. Et on l'a vu parce qu'il a été efficace après. Et voilà, c'est tout ce que peut apporter un Frenkie de Jong juste dans sa présence, juste de ramener la balle d'en bas jusqu'en haut. En plus de ce qu'on a dit dans sa capacité à impliquer le contre-pressing, même offensivement, comment il peut remonter la balle et comment il peut suppléer et soulager la pépite, le joyau, le trésor catalan. C'est Gavi, le retour de Gavi. Là, franchement, Gavi, subhanallah, qu'est-ce que c'est fort. C'est mon joueur préféré au FC Barcelone. Gavi, c'est magnifique. Avoir un joueur comme ça, très bon dans la passe, très bon dans l'orientation du jeu, dans le dribble. C'est une sorte de numéro 8, mais qui vraiment, c'est un 10. Où on peut dire que c'est soit un 8 avancé, soit un 10 un petit peu reculé dans comment le Barça est fait. Et là, ça rayonne. Ça permet à Gavi de se décharger de sa caution créative. Parce qu'à l'époque, comme Pedri était blessé, Gavi devait, de par ses qualités techniques, en plus il n'y avait pas Busquets, devoir essayer, il n'y avait pas Busquets sur certains matchs, mais il n'y avait pas aussi De Jong sur certains matchs. Donc il devait aller créer offensivement. C'était pas évident pour lui. Il est plus intéressant dans ce faux 4-4-3, dans ce 4-4-2, en faux ailier gauche, aller presser, comme disent les Anglais, harass la défense adverse, être très agressif, pouvoir faire des bons appels, parce qu'on sait qu'il a science de l'appel dans l'espace avec son petit gabarit, et très virevoltant. Donc à ce moment-là, tout ça, il a pu le retrouver grâce à un positionnement de Gavi, de Pedri, qui récupère les clés du jeu, l'animation du jeu. Ça rayonne même sur tout le monde, ça rayonne sur un Rafinha qui n'est plus le dépositeur du jeu du FC Barcelone, ça rayonne sur un Busquets et un Frenkie de Jong parce que eux peuvent apporter dans une façon différente. Ça rayonne aussi sur Lewandowski parce qu'on a vu pas mal de combinaisons et on en parlera encore après aussi, il y a pas mal de choses à dire. Donc à ce moment-là, on voit un retour de Pedri et les 15 premières minutes, on a pu un peu voir tout ça et ça s'est concrétisé logiquement par un premier but sur un centre de notre ami Rafinha qui dans ce registre-là, quand il est pas seul, quand il n'est pas dépositaire de l'attaque, quand il a Pedri, quand il a De Jong, quand il a Gavi, quand il a Koundé qui est un peu plus libre, quand on a un Lewandowski qui fait son rôle de défenseur, le fait de permettre à Christensen et Araujo qui tous les deux étaient dans la surface pour mettre les buts, ça te permet tout simplement d'être plus tranquille défensivement parce que tu as un Sergio Busquets et tu as un Frenkie de Jong. Tranquillement le centre de Rafinha, la tête de Christensen et un but à 0, donc le Barça commence très bien. Dans la foulée, il signe bien son retour, Christensen. Dans la foulée, tu vas avoir la blessure. Tu vas avoir le carton rouge qui entache un petit peu le match pour le Betis. C'est un carton rouge, ok, sur le deuxième, c'est mérité, mais la première faute, elle était évitable. Et là, c'est une petite parenthèse sur la compétitivité de la Liga. Quand tu es un président de ligue, et tu dois t'assurer de bien vendre ton produit, c'est pas juste faire de la communication, faire du marketing. Le foot, c'est aussi un spectacle. Il y a beaucoup de supporters de football, mais voilà, pas de supporters de club, qui vont regarder d'autres matchs parce que c'est plus intéressant. Pourquoi tu vas regarder Manchester City? Pourquoi tu vas regarder Arsenal ou Liverpool? Il y a quelques pour Liverpool pour la saison dernière tout du moins, ou celle d'avant. Tu vas regarder le Barça à l'époque parce que ça te procure du spectacle. La Première Ligue, elle, n'a pas juste fait un travail marketing. Quand on disait c'est un arbitre estampillé Première Ligue, ouais, ce mec-là, il laisse jouer. En Première Ligue, ça laisse jouer, il y a toujours du spectacle, il y a toujours beaucoup de mouvements. C'est ça qui est intéressant. En Liga, comme à l'image de la Ligue 1, tu avais des arbitres un petit peu cow-boy qui voulaient se faire la star ou qui hachaient le jeu, qui coupaient beaucoup. Il y avait énormément de cartons. On sait que cette année, la Liga, c'est le championnat où il y a le plus de cartons jaunes et de cartons rouges. Donc là, c'était un peu évitable. Ça nous aide, nous, en tant que Barcelonais. Ça aide l'équipe du Barça, ça leur permet de dérouler. Ils gagnent 4-0 après. Mais pour le Betis Séville, ça fausse un petit peu, même s'il n'y a pas énormément de choses à jouer. Ça fausse un petit peu. Ça fausse le spectacle et il faudrait aussi penser à retravailler sur les décisions arbitrales et la politique arbitrale que juste casser les pieds sur les masses salariales, là, monsieur Tebas.
ou aller casser les pieds du PSG. Mais bref, ça c'est une toute autre histoire. Mais bon, dans la foulée, après le carton rouge, mais après c'est démonstration. Hein. On a le but de Lewandowski qui renoue avec un but au Camp Nou, un décalage de Koundé qui nous fait vraiment un travail de latéral, voilà, qui se présente, centre magnifique, bien dosé, Lewandowski qui finit bien en frappe intérieure croisée, 2-0. Juste après, un petit temps de jeu, t'as la classique maintenant, parce qu'on va l'appeler, ils l'ont fait 3-4 fois, entre Busquets et Rafinha. Busquets, comme je vous ai dit tout à l'heure, en arrière, en meneur de jeu reculé. Un centre, une longue balle dans le dos de la défense avec un Rafinha qui fait son départ de la ligne de son côté droit. Il se retrouve dans l'axe, voire même sur le côté gauche. Super contrôle, finition, 3-0. Et tu finis la première période en annihilant complètement cette équipe du Betis qui, même à 10 contre 11, ne peut pas faire grand-chose. Ils ont essayé d'être combatifs, avoir quelques actions, mais ça ne s'est jamais réellement concrétisé. C'est plus des situations ou des débuts de situation que des actions. Et tu vas finir cette première période comme ça. Et pour parler de la seconde période, tu l'engages de la même façon. Hein, toujours une grosse domination avec beaucoup d'occasions. On a vu un Pedri rayonnant, la très belle passe qu'il fait pour Lewandowski qui met sur le poteau avec un Baldé qui est court, toujours dans l'orientation du jeu. Tu te permets de faire des remplacements avec l'entrée d'un Ansu Fati, avec l'entrée d'un Ousmane Dembélé. Et ça va rapporter le 4e but. Avec Ansu Fati qui fait un très bon travail face au Betis. Ça, on le sait, hein, c'est l'une de ses équipes favorites. Hein. Il fait ses débuts face au Betis. Il marque en Supercopa face au Betis. Aujourd'hui, il ne marque pas, mais il est décisif sur le but parce qu'on le revoit, il contrôle face au jeu. Il fait un petit travail d'ailier classique. Il envoie le message gauche-droite, gauche-droite. Finalement, il fait un crochet inter. Une passe pour Lewandowski, le champion du monde argentin. Il faut rappeler que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Guido Rodriguez qui va aller marquer contre son camp. Ça fait un 4-2-0. Et là, seulement, tu dis ça fait du bien pour tout le monde. Ça fait du bien à l'équipe qui met un 4-0. Ça fait des bien aux supporters qui, ces derniers temps, ils ont quand même mangé leur pain noir en Liga quelques temps. Je sais que c'est une expression, elle est un peu trop grosse pour la petite période. Mais quand même, c'était pas la chose la plus flamboyante à regarder, hein, le Barça de ces dernières semaines. Ça permet à Ansu Fati de prendre la confiance. Ça permet aux titulaires de revenir, de s'imposer, de se réaffirmer malgré leur grande période d'absence, même si elle a été préjudiciable. Mais en Liga, c'est toujours appréciable. On a eu aussi le droit au retour de Ousmane Dembélé, même s'il n'a pas fait une excellente entrée. Mais bon, après 2 mois et demi d'absence, je pense que une victoire comme ça, même si lui, il n'a pas été très déterminant, ça lui permet de revenir tranquillement, de se remettre sur les pattes, entre guillemets, tranquillement sur le terrain. Et tu gagnes clairement ce match-là, qui est complètement mérité. À noter la petite surprise, Lamine Yamal, 15 ans, plus jeune joueur de l'histoire de Liga, du FC Barcelone, qui rentre, voilà, qui va détrôner à l'époque. Il y a eu Messi, il y a eu Boyan, il y a eu Ansu Fati, et maintenant il y a Lamine Yamal. On l'a vu très intéressant, mais bon, on va pas s'enflammer. Hein. On a vu des belles actions, des belles orientations. Il a eu quelques belles occasions qui n'ont pas été concrétisées. On va pas s'enflammer, mais c'est de très bel augure pour la suite. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur le match, hein, ça s'est fini avec la petite cerise sur le gâteau, l'entrée de Lamine Yamal qui fait plaisir à tous les fans du Barça qui ont besoin de ce petit baume au cœur en voyant une star, future star de la Masia, future star, Inch'Allah, du Barça, qui revient et qui conclut un très beau match de la sorte. Voilà, entre guillemets, ce que j'avais à dire sur le match. Hein. Je pense que tout le monde a été bon, que ce soit les titulaires, avec tout ce qu'on a pu dire, ou les rentrants. Rafinha, encore une fois, on le voit, il peut être très intéressant quand tu as une très bonne animation offensive, ou du moins une animation offensive, ou d'autres personnes sur lesquelles il peut se reposer. Ce n'est pas le gars qui va te prendre l'attaque. Et aujourd'hui, il te fait un but, il te fait une passe D. Il est encore très intéressant dans l'agressivité, dans comment il va aller presser la balle, comment il va aller attaquer les espaces, dans l'utilisation de la balle qu'il peut avoir. Et je pense que si le FC Barcelone, à l'image de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, continue à gagner les prochains matchs, parce qu'il leur reste plus que 4 matchs pour être champion de Liga. Il leur reste 4 matchs. Si tu vas gagner, il reste 6 matchs en total, mais si tu gagnes les 4 prochains matchs, tu es officiellement champion. Je pense qu'il faut aller gagner. Ça te permettrait à Xavi d'amorcer le travail un peu plus en amont par rapport à la saison prochaine. Tu as déjà fait le taf défensivement, mais il te manque ce travail offensif pour permettre d'intégrer des joueurs qui manquent de maturité et alors qui on ne peut pas trop demander d'être la caution offensive du FC Barcelone, à l'image d'un Pedri, même s'il fait de belles choses, à l'image d'un Gavi, un Lewandowski qui peut être un peu seul des fois, ou d'un Rafinha. Donc je pense que là, ça a été une très très belle leçon pour le FC Barcelone. Ils ont une belle occasion maintenant, vu qu'il n'y a plus d'autres compétitions à jouer à part la Liga, d'aller gagner tranquillement les matchs, prendre maintenant le risque, entre guillemets, de développer des choses, parce que ça sera très intéressant pour l'année prochaine. Bref, voilà, on est à 15 minutes de vidéo, on arrive au terme de ce débrief. J'espère que vous avez apprécié.
Moi, en tout cas, je pense que c'est une belle vidéo. Moi, je pense que c'est une bonne vidéo. Moi, je pense que c'est une bête de vidéo. Moi, en vrai de vrai, je pense que c'est un bon débrief. Tu trouveras difficilement un meilleur débrief en 15 minutes. Hein, franchement, faut dire la vérité. En tout cas, si t'as aimé, si t'as apprécié, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, si t'aimes bien cette belle gueule qui a fait 26 ans aujourd'hui et qui te parle de foot, je te dis, mon ami, avec eux aussi, like, commente, abonne-toi, n'hésite pas à soutenir, ça fait beaucoup de force. C'est rien, c'est une petite chaîne qui se lance, c'est rien pour vous, mais moi, ça me fait énormément plaisir parce que c'est comme ça que tu mesures l'appréciabilité de ta chaîne. En tout cas, mes amis les coulés, on se voit très très vite pour une nouvelle vidéo. Restez branchés. Biscal Barça.